Alors, mesdames et messieurs, qui êtes là ce soir, mais aussi ceux qui nous suivent en ligne, soit en live, soit en différé, bienvenue au National Museum Feuchtmark pour cette conférence intitulée Le paysage, une valeur environnementale par Jean-Claude Kerpar dans le cadre du cycle de conférences en lien avec l'exposition Land in Motion. Lorsque l'équipe du musée a fait cette exposition autour de la notion de paysage, de relation entre homme et paysage à travers l'art, l'archéologie et l'histoire, on a essayé de concocter un programme cadre extrêmement varié et diversifié. Et on a été rendu attentif au nom de Jean-Claude Kerpar par certaines de ses publications justement sur la notion de paysage, aussi sur l'histoire des paysages ici au Luxembourg. Et on a pensé que ce serait très intéressant de compléter notre offre en lui donnant la parole, parce que nous estimons que c'est une personnalité très intéressante, qui a quelque chose à dire sur justement ces sujets qui nous ont aussi préoccupés dans l'exposition Land in Motion. Alors Jean-Claude Kerpar a une longue carrière un peu variée, puisque vous êtes ingénieur de l'École polytechnique fédérale de Zurich, mais vous êtes également diplômé d'une maîtrise en droit de l'Université de Nancy 2. Et à ce titre, vous avez donc été pendant très longtemps, vous avez travaillé pour l'administration de la nature et des forêts. À ce titre, vous avez d'ailleurs reçu en 2001 le prix de la Fondation Hölle Fiat Natur pour votre engagement pour la conservation de la nature et notamment également des paysages. Et puis, depuis quelques années, après votre carrière au sein de l'administration, vous êtes avocat à la Cour auprès de l'étude CRIJA, spécialisée dans le droit de l'environnement. Donc, c'est aussi cette double casquette qui vous donne une perspective peut-être un peu originale sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, M. Kerpar, de votre disponibilité de venir ce soir au National Musée pour nous entretenir sur le paysage, une valeur environnementale. Et je vous cède la parole. Merci. Bon, voilà. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, d'abord merci pour ces paroles très gentilles. Je suis un peu embarrassé parce que j'ai une conférence, j'ai préparé un peu, disons beaucoup, et je ne sais pas, je ne veux quand même pas trop alourdir le sujet en fonction j'essaierai d'abréger la conférence puisque on est quand même un nombre restreint. Alors je vais essayer de commencer. Ah bon, c'est comme ça, oui. Ah d'accord. Voilà, donc voici ce dont je veux vous parler. Une première partie un peu plus théorique sur le paysage en général. Et ensuite, j'aimerais vous présenter 3 éléments du paysage: la plaine alluviale, le paysage rural et le paysage urbain. Bon, j'effleurerai des paysages un peu particuliers comme les vignobles ou les friches industrielles, mais j'essaie de me concentrer sur ces trois éléments qui ont subi de très fortes modifications, mais qui représentent des éléments extrêmement importants au point de vue environnemental. Alors, ce que je ne vais pas faire, c'est de vous faire un exposé sur le volet juridique du paysage
même si je viens maintenant d'une étude d'avocat, parce que ce serait une matière un peu sèche et théorique. Donc je préfère quand même, en tant qu'ancien praticien, j'ai une certaine préférence pour les choses pratiques et concrètes. Mais ce qui est intéressant, je vous montre, je fais une brève référence à la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage, et vous voyez que là on fait une distinction entre la protection du paysage et l'aménagement du paysage, la stricte conservation et la création ou l'amélioration. Et cela me paraît une distinction extrêmement importante. Donc, il faudrait faire en sorte que la protection de l'environnement ne se limite pas à la seule conservation de ce qui existe, mais envisage aussi la création de nouvelles valeurs, surtout dans un pays comme le Luxembourg, qui se veut quand même se changer profondément en accueillant encore un nombre d'habitants beaucoup plus élevé que ce qui existe. Et la deuxième chose que j'ai remarqué dans cette convention sur le paysage, c'est qu'il considère le paysage comme le cadre de vie des citoyens. Voilà, moi je vais maintenant revenir quand même aux choses plus concrètes, luxembourgeoises. Je vous montre ici l'article 62 de la loi concernant la protection de la nature luxembourgeoise, qui se réfère au refus d'autorisation, qui se réfère au refus d'autorisation, c'est-à-dire lorsqu'un requérant introduit un dossier pour demander une autorisation du ministre de l'Environnement. Alors, la loi prévoit qu'il y a 2 critères pour refuser, d'une part la beauté et le caractère du paysage, et d'autre part la flore, la faune et le milieu naturel. Donc là, vous voyez déjà le paysage est une valeur environnementale à côté de la valeur écologique. La même observation, on peut faire la même constatation en analysant l'article 1er concernant les objectifs de la loi. Vous voyez là aussi, on se réfère soit au paysage, soit au biotope, à la diversité biologique. Donc, vous voyez, il y a les 2 volets de nouveau, l'aspect paysager et l'aspect écologique. Et moi, je veux parler ce soir de la valeur paysagère. La valeur paysage, le paysage en tant que valeur environnementale, tout en sachant qu'il existe 2 valeurs environnementales. Donc, à côté du paysage, il y a l'écologie, les biotopes, les espèces, la diversité biologique, etc. Vous voyez aussi dans ces objectifs, on fait la référence au service écosystémique. Oui, au service écosystémique, et on fait référence aux ressources naturelles.
Ces deux notions se réfèrent à l'intérêt que la nature a pour l'être humain. Donc maintenant, je veux parler un peu de cette notion nature et naturel. Quand normalement, on entend par là quelque chose qui est créé par l'homme, donc notamment les constructions, et donc on veut dire par nature et naturel, on l'oppose à ce qui est créé par l'homme, notamment les constructions. Et nature et naturel, on entend souvent quelque chose où vivent uniquement des plantes et des animaux. Et le ministère de l'Environnement interprète la loi selon l'idée que la zone verte, donc ce qui se trouve à l'extérieur du périmètre d'agglomération, est destiné à rester libre de construction. Et moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça. Je pense que la protection de la nature ne se réfère pas à un état entièrement naturel, mais à une nature qui est forgée par l'être humain. Voilà pourquoi je vais vous exposer brièvement le paysage naturel et le paysage formé par l'homme. Et dans le paysage formé par l'homme, je distingue l'ancien paysage et le paysage moderne. Donc le paysage naturel, il serait constitué de végétation qui existerait sans l'intervention de l'homme. Donc c'est essentiellement la forêt, et dans cette forêt, dans cette forêt qui couvrirait tout le territoire du Luxembourg, mais évidemment aussi de l'Europe, il y aurait certains endroits spécifiques qui seraient où il n'y aurait pas de forêt. Ce seraient les falaises, les éboulis de pente, les cours d'eau, où il y a de l'érosion ou des alluvions. Mais en grande partie, donc la majeure partie du territoire serait occupée par la forêt. Donc ce serait ça le paysage qui existerait chez nous s'il n'y avait pas des interventions de l'homme. Alors là, vous avez une image d'une forêt vierge où vous voyez que tout est recouvert de forêt, sauf les alluvions qui sont périodiquement déposées par le cours d'eau quand il est en crue. Bon, donc la forêt, c'est l'élément type du paysage, c'est l'élément clé du paysage naturel, évidemment sous nos régions. Dans d'autres régions du globe, ce n'est pas le cas. Il existerait aussi d'autres formations naturelles qui existent même sans l'homme. Mais ici, donc sans l'homme, il y aurait la forêt. Et j'ai ici la forêt est variable selon le substrat géologique. Alors, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je vais simplement dire encore que la forêt que nous connaissons actuellement au Luxembourg ou bien dans d'autres pays européens, ce n'est évidemment plus la forêt qui existait avant que l'homme n'apparaisse. Même la forêt est très transformée par l'homme. Alors le paysage traditionnel, ce serait le paysage qui est marqué par les interventions de l'homme. Mais
c'est un paysage du passé. C'est-à-dire, il existait, disons, en Europe ou au Luxembourg jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Il se caractérisait par un grand équilibre entre la nature et les interventions de l'homme. Les interventions de l'homme étaient peu incisives. Il y avait une agriculture extensive, peu d'urbanisation, peu de routes, et les interventions de l'homme s'adaptaient à la nature et non pas le contraire. Les structures de cet ancien paysage sont constituées d'abord des restes de forêt. Elle existait notamment sur les pentes et sur les stations pauvres. Ensuite, on avait dans cet ancien paysage des stations extrêmes, les zones très humides, les pelouses sèches, les prairies maigres, les landes, les marais, les stations à pente raide. Tout cela était exploité par l'homme du passé, même si le rendement y était très très faible, mais c'était exploité. Donc là se formaient des biotopes du milieu ouvert. Ce n'était plus la forêt, parce qu'il y avait une exploitation de l'homme. Bon, ensuite on a les allées, les arbres, les broussailles, les haies. Ça caractérisait aussi l'ancien paysage. Les surfaces de circulation en substrat végétalisable, je vais expliquer après ce que c'est, mais ce n'est pas les surfaces de circulation telles que nous les connaissons actuellement en macadam, en béton ou en asphalte. Ensuite, les constructions faisaient partie de ce paysage. Elles étaient, pour ainsi dire, des éléments constitutifs du paysage. Un ancien moulin, un petit abri pour bétail, une grange au milieu des champs, des routes qui suivaient de près les formes du relief. Ça, c'était l'ancien paysage, et la protection de la nature se réfère en somme à ce paysage. Le paysage moderne, il est formé par l'homme moderne, approximativement après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un grand écart entre la nature et les aménagements de l'homme. Et les éléments caractéristiques sont les grandes monocultures, donc une culture du même genre sur une surface étendue, la disparition des stations extrêmes, soit parce qu'on l'abandonnait et la station extrême se couvrait de forêt, ou bien on essayait de l'aménager par des interventions très incisives, comme par exemple le drainage ou le remblayage. Donc ces stations extrêmes ont disparu parce qu'elles n'étaient plus rentables, parce qu'elles ne sont plus rentables dans le paysage moderne. Évidemment, le paysage moderne se caractérise essentiellement par l'urbanisation, l'industrialisation et les routes. Il y a perte de biodiversité et les constructions qu'on érige dans le paysage moderne, le plus souvent, sont des dommages pour le paysage. Bon, ici, je vous montre un exemple d'une évolution positive dans le paysage moderne. C'est une friche industrielle dans la Minette qui se couvre, qui est abandonnée et qui se couvre spontanément
d'une végétation naturelle et qu'on a maintenant classée en zone protégée. Alors, d'après ce que je viens de dire, vous comprenez que la loi sur la protection de la nature ne se réfère pas au paysage naturel, qui serait uniquement la forêt, ni au paysage moderne, mais elle se réfère au paysage traditionnel. Comment est-ce que je peux le savoir de manière précise? Eh bien, les biotopes que la loi sur la protection de la nature met sous protection, ce sont des biotopes du milieu ouvert, donc qui n'existaient pas dans le paysage naturel, mais qui existaient seulement en raison de l'intervention humaine. Par exemple, une pelouse sèche ou une prairie humide, une roselière, ça n'existait pas dans le paysage naturel. Donc, j'en déduis aussi que le paysage traditionnel n'est pas une zone destinée à rester libre de construction. Certaines constructions étaient nécessaires pour exploiter ce paysage traditionnel et pour permettre sa création et son maintien. Donc là, c'est en tant qu'avocat, je suis très souvent confronté dans des dossiers à cette opinion, cet avis du ministère de l'Environnement que à l'extérieur des zones, à l'extérieur du périmètre d'agglomération, c'est la nature et il n'y a que des plantes et des animaux, mais où l'homme n'a pratiquement plus de raison d'être. Et cette façon de voir est, à mon avis, fausse. Maintenant, j'en viens au premier des éléments dont je vous ai parlé. On va progresser maintenant beaucoup plus vite parce que ce ne seront que des images que je présente. Donc la plaine alluviale, elle est située dans le fond des vallées. C'est la zone qui est périodiquement inondée. On l'appelle zone inondable. On la reconnaît à son état très plat. C'est totalement plat parce que lors des inondations, l'eau génère une sédimentation des alluvions. C'est pour cela que c'est plat. On distingue des crues qui arrivent une fois tous les 100 ans, une fois tous les 10 ans, une fois par an, ou même des crues qui apparaissent en été, et les grandes crues qui existent en hiver. Le dépôt des alluvions génère la fertilité de ces sols, c'est pourquoi l'agriculture intensive s'est accaparée de ces terrains. Et au cours de l'histoire, il y a eu une évolution de la forêt alluviale qui a été déboisée déjà tôt dans l'histoire, et déjà dans l'ancien paysage au XVIIIe siècle, on a déjà exploité la plaine alluviale, les prairies marécageuses. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, on a rendu la plaine alluviale exploitable pour l'exploitation intensive, et on l'a même utilisée pour l'urbanisation. Donc là, vous voyez un exemple c'est une carte des inondations, et cela correspond plus ou moins à la plaine alluviale. Ici, j'ai une photo du Reusaban.
Ici, vous voyez donc à Schönfels, vous voyez la plaine alluviale dans son aspect très typique, très horizontal et caractérisée par l'agriculture intensive. Donc c'est dans le passé, on a transformé ce paysage par la chenalisation. Ici, vous voyez la Chière entre Differdange et Lingor. En bleu, l'ancien tracé, en rouge, le tracé actuel. Ici, vous voyez l'Alzette à Espérange. Vous voyez le lit, on ne le voit pas de loin. Il est très approfondi et très étroit. Il se présente comme ça, un lit approfondi et chenalisé. Et ici, vous voyez un fossé dans le milieu agricole. Et quand il commence à pleuvoir, le fossé n'arrive pas à évacuer l'eau qui arrive, et alors les eaux s'étendent en largeur et retrouvent leur ancienne surface. Ici, vous voyez la plaine alluviale dans la région de Steinzel. Vous voyez que ici, il y a partout, le ruisseau se limite à un tracé très étroit et très approfondi, et le tout est bordé de surfaces agricoles exploitées de manière intensive. À Valferdange, ici, vous voyez par exemple ça, c'est une urbanisation dans la plaine alluviale. Donc ça c'est évidemment le pire des impacts dans la plaine alluviale. Et ici, même si vous voyez des arbres le long du ruisseau, vous reconnaissez que ce sont des zones noires, et on reconnaît à cela déjà de loin que c'est un tracé artificiel. D'ailleurs, il est complètement longitudinal, mais même s'il n'était pas longitudinal, le fait qu'il n'y ait que des zones noires, ça me montre déjà de loin que c'est un ruisseau modifié, qui a été modifié dans les années 60 ou 70. Donc, quels sont les effets de cet aménagement hydraulique? C'est d'une part donc cet approfondissement, c'est l'augmentation de la vitesse d'écoulement vers l'aval, et il s'ensuit une diminution de l'extension en largeur. On a la protection contre les inondations sur la place, à l'endroit où on exécute ces mesures, cet aménagement hydraulique. Ces endroits sont protégés contre les inondations, c'est un avantage pour l'agriculture, mais il y a augmentation des crues en aval, parce que la vitesse d'écoulement est beaucoup plus grande vers l'aval. Donc maintenant, si on fait une rénaturation, on fait juste le contraire. On essaie d'élargir le lit, on essaie de rehausser le fond du lit et de restaurer son tracé originel, c'est-à-dire ses méandres. Les effets sont évidemment aussi contraires. Il y a une extension en largeur, un ralentissement de l'écoulement vers l'aval et une protection contre les inondations, non pas sur l'endroit
à l'endroit de la rénaturation, mais en aval. Ici, vous voyez les deux interventions. Vous pouvez les voir d'en haut vers le bas ou à l'inverse. Donc, dans l'état actuel de nos paysages, nous avons le ruisseau qui est profondément entaillé. Le lit est étroit, mais profond. Ça veut dire le débit d'étiage ne couvre que le fond du lit, et dès qu'il commence à pleuvoir, eh bien, toutes ces masses d'eau arrivent à rester à l'intérieur du lit réaménagé, ce dont profitent évidemment les terrains environnants. Et l'extension en largeur ne se fait qu'avec un très grand retardement. Il faut déjà des crues hivernales extraordinaires pour qu'il y ait extension en largeur. Et l'extension en largeur est relativement limitée, n'occupe plus toute la plaine alluviale. Dans un paysage naturel ou dans une rénaturation, c'est la même chose. On fait un remblayage du lit, ou bien dans le paysage naturel, on dit le lit n'est pas approfondi, mais il est très plat, et on a le lit d'étiage au niveau du terrain naturel, et dès qu'il y a une petite pluie, tout de suite, le lit déborde. Les eaux quittent le lit d'étiage et occupent ce qu'on appelle un lit moyen. Et quand il pleut beaucoup, alors le ruisseau occupe toute la plaine alluviale. Donc, vous voyez, cette largeur est plus grande qu'ici. La même chose pour le tracé. Quand vous avez un tracé rectiligne par un aménagement hydraulique, l'écoulement vers l'aval est beaucoup plus grand. Pour, par exemple, si ceci est Röser, alors Hesperange est menacé par un tel aménagement. Si j'ai les anciens méandres, eh bien l'écoulement est plus lent et la zone en aval est protégée. On distingue dans une plaine alluviale naturelle un lit d'été qui est toujours couvert par l'eau et un lit moyen qui est inondé plusieurs fois par an, composé d'un lit d'été et des zones amphibiennes. Et ensuite un lit d'hiver qui est inondé une fois par an ou une fois tous les 10 ou 100 ans. Ça, c'est un exemple d'une situation idéale en France, où vous voyez le lit d'été cette surface reste toujours inondée, donc couverte d'eau, le lit moyen qui est composé du lit d'été plus les alluvions, et ensuite, là, on peut dire que ça fait encore partie du lit moyen. Donc, chaque fois en été, quand il pleut, tout cela est inondé. Et en dehors de cela, nous avons le lit d'hiver qui est inondé donc une fois par an ou une fois tous les 100 ans. Là, vous voyez aussi un exemple en France où le lit d'été forme est subdivisé en plusieurs lits. Une ancienne représentation du Rhin à Bâle, avant sa canalisation, vous voyez aussi une subdivision en différents bras
avec des zones alluvionnées qui se présentent ici comme de véritables îlots parce que le Rhin était évidemment un fleuve extrêmement important. Voilà, ici vous voyez également une formation, donc une photo historique qui nous montre un lit d'été qui est toujours couvert d'eau et des zones d'alluvions composées de grès ou de sable qui se couvrent de végétation herbacée pendant la période de végétation et qui ensuite, en hiver ou lors des crues, sont inondés et couverts d'une nouvelle couche d'alluvions. Vous voyez ici, donc les femmes à l'époque ont utilisé ces zones pour étendre leur linge. Donc la végétation serait composée dans le paysage naturel, elle serait complètement, la plaine alluviale serait complètement couverte de forêts alluviales, et dans le paysage traditionnel, ce seraient des prairies humides, et dans le paysage moderne, il est chenalisé. La plaine alluviale est marquée par la chenalisation, l'approfondissement du lit, éventuellement même la création de digues latérales. C'est très fréquent en Allemagne ou en Suisse. Et les monocultures et l'urbanisation. Bon, ici, c'est une représentation, la forêt alluviale dans le paysage naturel, ce paysage traditionnel avec des zones marécageuses et le paysage moderne où le ruisseau se limite à ça. La forêt alluviale est composée d'arbres qui supportent l'inondation périodique. La carte du comte de Ferraris nous montre que la plaine alluviale, il l'indique comme prairie marécageuse. Il ne dit pas qu'il y a de la forêt. Il dit qu'il y a une prairie marécageuse. C'est une indication que la plaine alluviale était exploitée dans ces temps. Bon, une prairie marécageuse, ça se présente un peu comme ça. Là, vous voyez une prairie marécageuse au Luxembourg. Bon, je vous dis, ça n'existe plus au Luxembourg. Ici, elle a été restaurée par rénaturation. Et dans ces prairies inondées longuement au printemps, vous voyez des poissons qui s'y acheminent pour frayer. Et c'est pour cela que notre ancienne législation interdisait la capture de poissons à la main. Parce qu'à l'époque, on pouvait se promener dans les prairies inondées par une eau basse et on pouvait capter les poissons très facilement. Autre caractéristique, ce sont les zones à eau peu profonde, ici également régénérées par une rénaturation. Là, vous voyez un paysage français, c'est toute la plaine alluviale de l'Hérault, et vous voyez de loin, on reconnaît le lit moyen, dont certaines parties sont exondées, et le lit d'étiage qui est en permanence occupé par l'eau. Et je vois de loin, à la végétation, je reconnais qu'il s'agit d'une plaine alluviale. Alors ici, vous voyez la dynamique alluviale
d'un côté l'érosion et de l'autre côté la sédimentation. Et bon, si on veut restaurer ce genre de structure, il faut essayer d'y implanter une exploitation agricole, d'une part pour conserver le paysage ouvert et d'autre part pour rendre possible l'acquisition des terrains, parce que il faut rencontrer un accord avec les paysans. Ici, vous voyez, c'est pour moi une photo très intéressante. C'est sur la propriété du baron de Chorlemort. Et vous voyez que le bétail, il circule du pâturage vers le ruisseau. Et en faisant cela, il pousse de la terre dans le ruisseau qui forme des espèces d'îlots. Le lit s'élargit progressivement, le fond se rehausse, donc on peut dire que cette forme de pâturage extensif contribue à la restauration du lit naturel. Ça, c'est une renaturation entre Steinzel et Walferdange. Une renaturation de l'Ernst Blanche à Fischbach. Voilà. Bon, j'ai encore un quart d'heure. Donc, mon deuxième point, ma deuxième forme de paysage, c'est le paysage rural. Comme je disais, aujourd'hui, il est marqué par l'exploitation intensive, les monocultures, le drainage, les prairies renouvelées et amendées, les pâturages renouvelés et amendés, égalisés, densité d'animaux élevée et les labours fertilisés. Bon, j'entre pas maintenant dans les détails. Ces paysages se présentent plus ou moins comme ça. Il y a c'est pour cela, pour assurer la gestion de ces paysages intensifs, il faut aussi des constructions extrêmement importantes. Alors qu'autrefois, on avait ces constructions-là, des constructions très petites. Dans le paysage de l'agriculture conventionnelle ou intensive, vous voyez qu'on se concentre sur les terrains relativement accessibles, les terrains plats, souvent la plaine alluviale, comme je disais, elle est plate, et les plateaux sont plats aussi. Et les versants étaient autrefois occupés par des cultures extensives, et vous voyez qu'aujourd'hui, ça, c'est en voie de disparition. C'était d'anciens labours, d'anciens jardins, d'anciens vergers, et qui étaient exploités par des petits paysans. Aujourd'hui, cela ne présente plus d'intérêt au point de vue économique si je ne mets pas en œuvre un projet d'exploitation extensive. Là également, dans la partie... ça ne fonctionne plus. Ah oui. Dans une partie très escarpée, c'est déjà plus ou moins abandonné. Et ici, c'était des anciens labours qui ont évidemment été abandonnés parce que des surfaces si petites
ne sont pas rentables. Et vous voyez que ici, en contrebas de la forêt, vous voyez d'anciens terrains agricoles qui étaient exploités par une petite agriculture extensive et qui est maintenant en voie de disparition. Ici, elle est en voie de boisement, donc d'être envahie par la végétation ligneuse. Vous voyez, dans ce paysage agricole intensif, il y a parfois des vestiges de haies, mais ces vestiges de haies sont maintenus uniquement parce que la loi impose cela. Mais le système économique, ces structures n'ont plus aucun sens dans le système économique de l'exploitation intensive. C'est un grand problème et moi personnellement, je suis d'avis que pour conserver ce genre de structure, il faut adapter l'exploitation agricole selon les anciens systèmes, ce qui n'est pas exclu. Bon, ici, vous voyez une station en forte pente. C'était une ancienne station extrême qui aurait été abandonnée elle aussi, mais ici, on a mis en œuvre un remembrement viticole. Mais vous voyez là, on tombe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, on arrive effectivement à maintenir la station extrême dans le paysage cultivé par l'homme, mais toutes les valeurs qui caractérisaient ces stations extrêmes disparaissent. Donc ici, on avait mis en œuvre une restauration d'une zone de mur en maçonnerie sèche, donc des vignobles en maçonnerie sèche, qui sont exploités par un très fameux viticulteur luxembourgeois. Et le vin est évidemment de qualité très supérieure, parce que les conditions sont extrêmement positives pour la production d'une qualité supérieure. Mais au point de vue pratique, c'est difficile. Là, vous voyez c'est également la station extrême qui est abandonnée par l'agriculture conventionnelle. Et ici, nous sommes dans la réserve naturelle Arnesch à Niederrand, donc l'État a acquis les terrains et maintenant on exploite, on maintient l'état de paysage ouvert ou l'état d'une station extrême avec ses biotopes caractéristiques, on les maintient non plus par une exploitation, mais par une gestion financée par des budgets publics. C'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Alors maintenant, je vais brièvement exposer ce qu'on avait. Donc, on avait mis en œuvre une forme d'exploitation agricole extensive, c'est-à-dire on adapte l'exploitation à la nature et non pas le contraire. On renonce aux pesticides et aux fertilisants, on opère un pâturage extensif avec une densité d'animaux très réduite et les animaux restent sur le paysage en permanence, donc également en hiver. Et cela permet de restaurer des biotopes, cela génère des avantages financiers parce que les dépenses pour l'exploitant sont réduites
de façon conséquente et les recettes au niveau pour le produit qui est généré sont plus importantes parce que la qualité est supérieure. Donc c'est un projet pilote qui avait été mis en œuvre par le ministère de l'Environnement à l'époque. Là, vous voyez donc les animaux qui restent sur le pâturage en permanence. C'est une race rustique. Vous voyez la distinction entre une surface gérée de manière extensive et les surfaces gérées de manière intensive. Ces races rustiques arrivent à brouter la végétation ligneuse sans avoir de problème, ce que les races évidemment modernes, telles que le limousin, n'arrivent pas à faire. Ces races arrivent également à brouter les fibres végétales qui caractérisent les zones d'un intérêt écologique, pelouse, donc prairies humides, roselières, ou pelouse sèche dans un versant. C'est une végétation qui est très dure à digérer pour le bétail, mais en utilisant des races rustiques et en recourant à une densité très faible, on arrive à quand même y rendre possible un pâturage. Alors par exemple, pour la conservation des structures avec des petites surfaces, cette forme de pâturage est très favorable. Pour l'exploitation de prairies, de terrains humides, elle est favorable. Dans les fonds de vallée, les talwegs humides, qu'on voit encore beaucoup en Belgique, mais plus au Luxembourg. Donc ici, vous voyez Donc cette partie est inutilisable pour l'exploitant de ce genre de surface. Et vous voyez, en été, il fait un grand tour autour de cette surface, alors que s'il pratiquait une formation d'exploitation extensive, eh bien, les bêtes sauraient profiter également de cette surface. Idem pour le talweg naturel qui s'est reformé ici sous l'effet du pâturage extensif. Il y a eu réapparition des terrains humides dans le talweg naturel. Quand il y a beaucoup d'arbres dans une surface agricole, ça gêne beaucoup l'exploitation intensive, mais pas l'exploitation extensive. Et vous voyez ce genre de surface en hiver, les animaux arrivent à trouver suffisamment de fourrage parce que ces races rustiques sont capables de digérer les fibres, le fourrage riche en fibres mais pauvre en protéines. On y érige des abris pour bétail rudimentaires où on opère un affouragement complémentaire. Ce genre de projet n'est pas sans intérêt économique parce qu'on génère une qualité de viande élevée, justement dû au fait qu'on ne procède pas de mise à l'étable ni en hiver ni avant l'abattage. Il y a un fourrage naturel diversifié. La croissance est lente parce que le fourrage est maigre et la teneur en graisse globale est peu élevée.
mais la teneur en acides gras est haute. Il y a de la graisse dans la musculature, ce qui génère une structure marbrée de la viande. Donc cette viande a un goût très prononcé, la structure marbrée, et aussi on arrive dans ce projet pilote, on a réussi à commercialiser également donc les pièces non nobles. Ce qui présente aussi un problème dans le paysage moderne, c'est qu'il n'y a plus de surface en friche où les espèces peuvent se retirer. Toutes les surfaces sont utilisées jusqu'au dernier mètre carré, sauf donc les stations extrêmes qui sont complètement abandonnées et qui évoluent en forêt. Donc on a une espèce de bipolarisation. D'une part, les surfaces exploitées de manière intensive et d'autre part, les surfaces abandonnées totalement et qui évoluent vers la forêt. Ici, je montre encore quelque chose de très important pour le paysage rural. Ce sont les clôtures. Les clôtures sont une source de biodiversité. Vous voyez qu'une bande herbacée se forme au pied de la clôture. Et pourquoi ? Parce que le paysan n'y arrive pas à faucher cette zone, cette bande, et si c'est un pâturage, les animaux n'arrivent pas à s'y avancer. C'est pour cela que se forme une bande herbacée qui reste sur pied en hiver et dans laquelle s'installent des arbustes et des arbres, donc de la végétation ligneuse. Donc c'est les clôtures où en général les limites de parcelles constituent génèrent la formation de nos biotopes et notamment de nos haies. Bon, ça je passe. Bon, j'ai passé mon heure. Je peux continuer. Merci beaucoup. Donc, ma dernière partie concerne le paysage urbain. Donc, il a un intérêt du point de vue environnemental. Vous voyez aussi, au Luxembourg, il forme quand même 10% de la surface. Dans le paysage urbain, quand je réfléchis sur les valeurs environnementales, je vois d'abord les plantations, les parcs urbains, les zones de verdure, les plates-bandes, les gazons, les jardins. Ensuite, je vois les surfaces de circulation végétalisables, donc les chemins, les trottoirs, l'espace entre la route et la maison et les places publiques. Il y a les murs, il y a les biotopes temporaires, les friches, et il y a, pour question très importante pour le Luxembourg, l'entretien. Donc là, vous voyez une plantation artificielle. Ce sont ces plantations qui caractérisent le paysage urbain luxembourgeois, alors que ce n'est évidemment pas ce qu'il faudrait rechercher. Vous voyez, il y a d'abord des espèces non indigènes, donc des arbustes ou arbres d'espèces non indigènes, et en bas, la surface n'est pas couverte d'une végétation herbacée naturelle, mais de copeaux d'écorce.
qui, eux, souvent, sont traités aux herbicides pour que, justement, il n'y ait pas d'installation de végétation herbacée naturelle, ce que les gens appellent Unkraut. Voilà, ça c'est un exemple positif. Végétation ligneuse, arbustes et arbres composés d'espèces indigènes, et en dessous, des couvre-sols d'espèces naturelles. Maintenant, les surfaces de circulation en substrat végétalisable, la référence, c'est évidemment le chemin rural qui est réalisé en concassé et qui se couvre de végétation là où les roues des tracteurs ou des automobiles ne circulent pas, ou là où le piéton ne circule pas. Donc il y a une transition entre la végétation et la circulation. Et s'il n'y avait pas de circulation, ce que vous pouvez observer souvent, un chemin délaissé, après 2-3 ans, il est couvert de végétation ligneuse. Donc là, vous voyez qu'une certaine intervention de l'homme est nécessaire si nous voulons conserver un paysage ouvert mais riche en biotopes. Un exemple, un compromis, c'est les Rasengittersteine, donc un système alvéolaire où dans les alvéoles s'installe spontanément une végétation comportant des espèces souvent rares et très intéressantes. Les pavés avec joints ouverts, les joints se colonisent de végétation. Ici, un parking à Redange, pour le lycée de Redange, où s'est installé spontanément le thym, espèce très rare dans notre paysage. Référence historique du village de Nordange, vous voyez ici l'espace entre les maisons et la rue. Il est couvert, il est composé d'un substrat végétalisable, mais il n'y a pas de terre organique. Il y a ce qu'on appelle du concassé, des pierrailles, une espèce de sable avec des cailloux. Et donc, il n'y a pas de substance organique. Et sur ce substrat, on peut très bien circuler. Même s'il pleut, l'eau s'infiltre tout de suite. On arrive à circuler très facilement. Mais en même temps, il y a installation de la végétation ligneuse et installation de la végétation herbacée. Et il y a donc équilibre entre la circulation de l'homme et la végétation. Là s'installe un certain équilibre. Voilà, le même site après aménagement. Maintenant, évidemment, j'ai une subdivision très rigide entre la surface de circulation et les surfaces de plantation. Les surfaces de plantation sont complètement artificielles. Et voilà. Donc, si on veut maintenant, si on fait un projet d'aménagement écologique, on ferait juste le contraire. Ça, c'est maintenant à Bâle, où on a encore les plates-bandes traditionnelles, délimitées par des bordures, mais couverts de végétation herbacée qui s'installe spontanément. Mais évidemment, dans ces plates-bandes sont couvertes, sont remplies de terre organique. Et la terre organique n'est pas propice pour la circulation.
Ici, vous avez une plate-bande aussi, donc on a distinction entre la surface de circulation et la surface végétalisée, mais la surface végétalisée est composée d'un substrat, donc de nouveau d'un concassé qui permet l'installation de végétation, mais qui permet en même temps la circulation. On pourrait circuler ici sans se mouiller les chaussures. On avait un exemple très intéressant au Kirchberg. Vous voyez cette transition entre la végétation et la circulation de l'homme. Très intéressant aussi, également le Kirchberg, vous avez le trottoir en macadam. Ici, une zone en substrat maigre, donc sans terre organique, et les gens utilisent ce substrat pour la circulation. Cela existe en grand style dans les pays, certains pays étrangers, comme ici à Zurich. Donc c'est un trottoir à Zurich. C'est en plein Zurich, bien entendu. Ça, c'est un exemple d'un trottoir très intéressant à Bécarèche. Cela est aussi une approche, les glissières qu'on utilise pour protéger le piéton contre la circulation automobile. Et si derrière le trottoir, derrière la glissière, on laisse un substrat maigre, sans terre organique, on peut utiliser cet espace pour circuler et en même temps, cela permet, puisqu'on n'a pas fait un trottoir classique, on n'a pas eu besoin de terrasser, donc on n'a pas eu besoin de démolir, de porter atteinte aux racines des arbres. Ça, c'est aussi en Belgique un trottoir très simple, même si la surface de circulation est composée d'asphalte. C'est encore plus simple, la surface de circulation est aussi en asphalte et elle a été réparée et les réparations ont donné genèse à des petites formations végétales. Évidemment, quand je montrais ce genre de slides aux communes, l'ingénieur technicien n'était pas très heureux. Alors, dans un projet pilote, on a réussi à faire cela uniquement en laissant se développer un peu la végétation herbacée. Ça aussi serait possible, donc grande augmentation écologique, mais je trouve aussi augmentation de la valeur paysagère, parce qu'il y a un élément naturel dans l'urbanité, et cela n'a pas été planté ou semé, mais c'est uniquement la renonciation aux herbicides. Ici, l'espace entre la rue, ici, et les maisons, vous voyez, elle est utilisée pour garer les voitures, pour circuler, pour garer les voitures et pour porter de la végétation. Ça, c'est le paysage moderne, la conception du paysage moderne. Mais cela existait aussi dans l'ancien paysage, donc où on a utilisé l'espace entre la rue et la maison pour ses différentes fonctions. Et je pense notamment à cet espace, vous voyez,
il sert à la circulation, même des véhicules et des piétons, mais il sert en même temps à la végétation. Autre exemple, à Schönfels, vous voyez cet espace, à l'époque souvent en concassé, plus tard en pavé, qui servait pour l'installation du fumier, mais aussi pour les dépôts de bois, pour les machines, si on en avait, pour le matériau. Et donc, ça peut se présenter, ça existe encore en Belgique, cet espace dans un état relativement naturel. Et en Belgique, on essaie de reprendre cette même idée pour des projets d'aménagement moderne. Là, vous voyez les places publiques au Luxembourg. Elles sont relativement stériles parce que l'entretien est extrêmement intensif. La place piétonne à Saarbrück, où on laisse se développer une végétation dans le pavé. Une place très moderne à Zurich, également réalisée dans un substrat maigre, donc sans terre végétale. La circulation est extrêmement facile, mais vous voyez, il y a aussi les arbres et la végétation herbacée qui peuvent s'y développer. Ça c'est la même place qui donne, on a des gradins vers le ruisseau et vous voyez on a planté même des arbres dans ces gradins et donc qui servent à circuler et on peut s'y asseoir parce que ça reste toujours sec, même après une pluie, mais ça permet en même temps le développement de la végétation. Un parking à Saarbrück en pavé dans le substrat maigre qui se végétalise. Nous avons essayé de mettre en œuvre des projets pilotes de ce genre de parking. Ça, c'est à Diekirch. Vous voyez, les emplacements sont délimités par les arbres. Ou un autre projet à Bacharach. La surface du tram serait un exemple vraiment typique pour ce genre de surface de circulation susceptible de se présenter avec la végétation. Mais ici, il y avait aussi beaucoup de discussions. On ne voulait pas ce genre partout. Donc, mais au moins, on a certains tronçons qui se présentent maintenant de cette manière. Bon, les murs, vous le savez, un mur en maçonnerie sèche peut se couvrir de végétation. Il est, d'après notre législation, classé biotope, mais même les murs en maçonnerie traditionnelle, donc dont les joints sont faits en béton ou en mortier, peuvent se couvrir de végétation. Observez aussi la strate herbacée qui le long du pied. Même un mur en béton peut comporter une telle végétation. Dans l'ancien paysage, c'était évidemment très fréquent de rencontrer cette bande herbacée au pied des murs. Un élément qui a fait l'objet de beaucoup de discussions ici au Luxembourg, c'est les biotopes urbains temporaires, donc des terrains à bâtir qui ne sont pas utilisés tout de suite pour être bâtis et qui se couvrent alors de végétation
ligneuses. Et alors le ministère de l'Environnement voulait être plus sain que le pape. Il a déclaré ces biotopes protégés. Et quand le propriétaire voulait utiliser son terrain pour bâtir, il devait compenser le biotope qui s'était formé. Bon, on essaie maintenant d'y remédier, mais il faudrait voir cela dans le courant du temps, c'est-à-dire dans une ville, on peut avoir des terrains qui, pendant un certain temps, se couvrent d'une végétation hautement intéressante, et puis après qui disparaissent de nouveau, alors que sur d'autres terrains, il en réapparaît. Le lotissement Rieselfeld à Freiburg, lotissement écologique. On peut aménager des bassins de rétention de manière très écologique, des places de jeu, et ça, ma photo ici a toute sa valeur quand je compare à la place de jeu qui est en train de se faire au parc de Bel Air. Là, on voit toute la différence d'approche. Un parc urbain peut comporter des éléments écologiques. À Munich, on a aménagé l'Isar et les alluvions qui se déposent par la dynamique naturelle peuvent être utilisés par l'être humain en été. Bon, quand parfois le ruisseau n'est pas suffisamment large pour lui permettre une extension en largeur qui correspondrait à son lit naturel, alors on a le ruisseau doit être délimité de part et d'autre par un mur, mais à l'intérieur de ce lit artificiel, on peut quand même développer des biotopes. Ici, c'est Innen, vous voyez le lit. Entre les deux murs, il y a le lit d'étiage et certaines alluvions qui sont exondées en été. Très intéressant aussi pour le Luxembourg, quand on construit un chemin le long d'un cours d'eau. Vous voyez ici, on fait un remblayage. Ici, on a remblayé sur 1 ou 2 mètres de hauteur pour faire circuler les piétons. La même chose à Zurich. On crée un chemin sur pilotis qui permet la circulation des piétons, mais en même temps, la circulation, l'eau n'est pas gênée dans son extension en largeur. Quant à souvent les ruisseaux, donc ça c'est... non. Donc, une autre situation, quand on a un ruisseau qui est enterré, une canalisation d'eau qui est enterrée, on pourrait la remettre en état ouvert, à ciel ouvert, mais il faut le vouloir, n'est-ce pas? On a effectivement encore une telle situation à Bèche, où on a, mais dans les nouveaux projets, ce serait impensable à Luxembourg. Bon, les ponts doivent se présenter d'une certaine manière quand on veut laisser au cours d'eau une certaine liberté de s'étendre en largeur. Ensuite, on a quelque chose, quand on fait une plantation, ce serait quelque chose de très simple. Quand on fait une plantation,
dans un paysage urbain à côté d'un cours d'eau, il faudrait essayer pour la plantation de tenir compte des conditions stationnelles naturelles, c'est-à-dire employer des espèces de la plaine alluviale. Vous voyez ici, on a mis des hêtres le long du cours d'eau. Ici à Knock, on a un lotissement à proximité d'un cours d'eau. Qu'est-ce qu'on a mis comme arbre? Des saules blancs, qui est l'arbre le plus caractéristique de la plaine alluviale. Donc, si je vis dans ce quartier, je sais tout de suite, je me rends compte que je dois être proche de l'eau. Donc, les gués seraient aussi quelque chose de très intéressant pour faire vivre un paysage urbain, mais même un paysage rural. Positif au Luxembourg, ces petits jardins qui ont été constitués au Kirchberg et qui sont réalisés avec une clôture qui a caractérisé l'ancien paysage traditionnel. On peut aussi réaliser donc développer un paysage urbain en y introduisant un élément agricole, comme ici un pâturage extensif à Walferdange. Maintenant, dernier slide concerne l'entretien. Je veux dire par là, on arriverait à Luxembourg à générer beaucoup de verdure dans les paysages urbains, simplement non pas en investissant de l'argent, mais en épargnant de l'argent, en dépensant moins d'argent pour l'entretien. Donc vous voyez ici la coupe des arbres. Bon, évidemment, c'est voulu par les résidents qui veulent avoir plus de lumière, je comprends, mais moi je connaissais c'est à Zanningerberg, j'y vivais dans le temps, et je connaissais les arbres dans leur état naturel. Mais c'était des années 1970-1980. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est total, ce n'est plus la même atmosphère, il n'y a plus de vrai paysage. Autre intervention qui caractérise énormément nos paysages, vous voyez l'élagage. Il faut évidemment assurer que les camions puissent passer en dessous des arbres, mais cela aurait nécessité un élagage jusque-là, mais pas jusque-là. En France, vous voyez ici l'élagage. Il n'y a pas d'élagage. On ne fait rien. Et cet élagage se fait de manière spontanée par le passage des camions. Donc, des arbres en milieu urbain devraient se présenter de cette manière-là. Pour les arbustes, même remarque, n'est-ce pas, cette coupe qui est maintenant visible partout, on ne peut même plus imaginer une autre coupe, alors qu'un sureau se présenterait comme ça, dans son état naturel. Donc, on pourrait se limiter à planter un sureau sur un art et le laisser se développer.
Donc ça donne des espaces de vie, une certaine qualité de vie qu'on ne peut plus imaginer ici. Voilà, merci beaucoup. Excusez le dépassement. Il n'y a aucun souci, on a le temps encore aussi pour des questions. On avait d'ailleurs commencé un peu en retard, moi j'avais été un peu long tout à l'heure. En tout cas, un tout grand merci pour cette conférence très intéressante qui, je trouve, est bien en écho aussi avec nos expositions, qui traite aussi justement de ces relations entre hommes et paysage, enfin être humain et la nature. Et je crois qu'on a vu en filigrane de l'ensemble de la présentation qu'il y a ces conflits, ces relations de pouvoir, aussi parfois esthétiques, entre l'activité humaine et les paysages. Moi, j'adore la différence que vous faites entre paysage naturel, paysage traditionnel, et où on voit finalement que tout, à travers l'histoire, a évolué. Même si peut-être pas à l'échelle d'une vie humaine, mais sur plusieurs générations, où nous, on a l'impression que c'est immobile, mais tout évolue. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me frappe toujours quand on parle de l'histoire du paysage. Et ça, je crois que vous avez montré un certain nombre d'exemples qui font écho à notre exposition. Mais je suis sûr qu'il y a encore des questions ou des remarques dans le public. Merci, monsieur. J'ai trouvé votre exposé très intéressant et j'avais, on va dire, deux questions à vous poser. Sur la première partie, quand vous expliquez que finalement, il faudrait peut-être tenter de revenir vers une exploitation agricole non extensive plutôt. Bon, j'étais sensible à votre exemple de la viande. Mais la question, j'imagine que vous la connaissez, c'est est-ce que c'est rentable pour les personnes? Parce que cette viande-là, elle doit, au bout du compte, être vendue bien plus cher qu'une viande extensive. Et puis j'avais une autre question, c'est à propos des villes, ou de l'aménagement des villes à Luxembourg, que je trouve déjà très vert par rapport à beaucoup de villes en France. Quelle est l'attitude d'action de la commune? Est-ce que la commune est libre de décider de bétonner tout, ou bien est-ce qu'il y a des réglementations, je ne sais, du ministère, des normes qui exigent un certain nombre de règles, de façon peut-être, est-ce qu'il est possible d'envisager que les trottoirs, par exemple, vous en parliez, soient non bétonnés, mais simplement en granulite sèche, là, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Merci, ce sont deux questions très intéressantes auxquelles j'ai été très souvent confronté. La deuxième question, je vous dis, c'est une question de la sensibilité, le sens de la propreté des Luxembourgeois. La propreté. Qu'est-ce qui est propre? Tout ce que j'ai montré, ce n'est pas propre. C'est des mauvaises herbes qui se développent, alors que moi j'ai parlé de la végétation herbacée qui s'installe spontanément. Les gens disent mais ce n'est que des mauvaises herbes. Et donc vous dites est-ce qu'il y a des règles? Donc le principal problème, c'est la sensibilité des citoyens, des gens. Ce n'est même pas les politiques, parce que les politiques connaissent la problématique. Mais, par exemple, dans la ville de Luxembourg, quand on peut adresser des réclamations à la bourgmestre, et à ce moment, celle-là essaie de réagir. Et maintenant, la réglementation, oui, il y avait une réglementation, par exemple, sur l'utilisation des pesticides. Effectivement, en somme,
le recours aux pesticides est interdit. Mais il y a d'autres méthodes pour faire disparaître cette végétation. Par exemple, par des systèmes d'incinération, des flammes, etc. De l'eau très chaude. Donc, ça devient encore un entretien encore beaucoup plus cher que les pesticides. Mais le but, c'est on veut un environnement propre. Ça, c'est le problème. Première question, aussi très intéressante. Vous avez raison, cette viande doit coûter plus cher. Parce que la production par hectare est évidemment inférieure. Mais c'est une production durable. On n'exploite pas plus que le terrain génère. Alors que dans l'agriculture conventionnelle, l'exploitant, après la récolte, il doit fertiliser. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième aspect. Le paysan qui gère, qui met en œuvre un projet d'exploitation extensive n'a pas besoin de grands investissements, alors que l'exploitant intensif, il a des investissements absolument incroyables. N'est-ce pas? Là, nous parlons de millions et de millions d'euros. Et donc, pour pratiquement tous nos exploitants ne sont pas rentables. Les exploitants donc classiques de l'exploitation conventionnelle. C'est pas rentable parce que les investissements sont trop élevés par rapport à ce qui rentre. Et s'il n'y avait pas les subsides, ça ne fonctionnerait pas. Alors que cette exploitation extensive, bon, elle bénéficie aussi de subsides, mais pour le fonctionnement, elle n'aurait pas besoin de subsides. Donc, il y a ces deux volets. Il y a de grandes économies dans ce système qui, même si le rendement est moins élevé, le bénéfice peut quand même être plus grand. Le marché, oui, le marché, c'est un autre problème. Effectivement, donc pour mettre en œuvre ce projet, il a fallu négocier énormément, chercher des grandes surfaces. Actuellement, on peut l'acheter à l'Auchan, cette viande, mais on a essayé dans les restaurants, dans des boucheries, etc. C'était toujours le prix qui n'était pas accepté. Bon, il faut dire qu'au Luxembourg, la viande normale le prix de la viande normale est déjà très élevé. Donc, s'il fallait encore élever un prix supérieur pour cette viande-là, bon, effectivement, on entre dans des catégories de prix très importantes. Aujourd'hui, une sensibilité accrue pour beaucoup de gens pour ce genre de produits, mais où il y a toujours des barrières économiques pour une grande partie de la population qui se renforcent. D'ailleurs, on a parfois l'impression les dernières années. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, remarques? C'est le moment. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie, Monsieur Kerbart, de cette conférence très, très, très intéressante de ce soir. Et avant de terminer la soirée,
je me permets de vous rendre attentif à la prochaine conférence que nous aurons aussi dans le cadre justement de l'exposition Land in Motion ici même. C'est déjà la semaine prochaine, le 4 décembre, avec un historien, cette fois-ci, et spécialiste de l'histoire des jardins, Marc Schollen, autour du sujet des archéotypes et paysages luxembourgeois. Donc à la même heure, au même endroit, exactement dans une semaine. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, de votre présence ce soir et en ligne. Merci beaucoup. Merci. Merci.